try one more time. Pour moi, un média alternatif, c'est un média qui ne fait pas partie des grands médias au sens de l'audience de masse et globale. C'est pas le média sur lequel on se jette pour avoir une info quand il y a un truc énorme qui se passe. Par exemple, les attentats de Paris. Tu te jettes sur Le Monde, sur BFM, sur France Télé, tu te jettes pas sur Decalisette ou Ishberg. À ce titre-là, on est des médias alternatifs. On est des jeunes médias dans le sens où on est assez récent et on s'est adapté aussi à des nouvelles manières de consommer l'information. Et on a réfléchi à comment on pouvait le faire pour que nos contenus soient le mieux reçus et le mieux lus par nos lecteurs et par notre public. Mais c'est des questions que nous on s'est posées tôt, mais que maintenant tous les médias se posent. Peut-être parce qu'on a eu tous ces jeunes médias qui se sont créés en France. Sûrement aussi parce qu'il y a des gens très bien dans ces grands médias qui travaillent très bien et qui se posent des bonnes questions au bon moment. Je suis pas sûr qu'il y ait un renouvellement. Je pense qu'il y a une dynamique nouvelle parce que Internet arrive. Alors je ne dirais pas qu'Internet arrive à maturité, mais qu'en France on a un peu théorisé. Quand je dis un peu, c'est qu'il y en a plusieurs qui en parlent et je trouve qu'ils en parlent assez justement. C'est qu'on a eu une première vague de pure players en France en 2007, au moment de la campagne présidentielle, menée par Rue 89 et Arrêt sur Image, qui étaient donc des médias qui étaient créés par d'anciens de grands médias. Daniel Schneiderman qui venait de France 5 et qui avait collaboré pendant très longtemps à Libération, Pierre Aski qui venait de Libération. Ces médias-là ont su trouver une audience et ont finalement transposé ce qu'ils faisaient dans leurs médias traditionnels sur Internet. Donc Rue 89, c'était des articles print. Ils ont très bien su s'adapter par contre au fil des années aux nouvelles possibilités du web, à faire du data journalisme, à faire un peu de carto, à faire un peu d'interactivité. Ce qui est un peu moins bien fait à Arrêt sur Image. Donc ça c'était la première génération. On a eu une deuxième génération qui est arrivée avec nous, avec le 4 heures et les jours aussi. Donc c'est des médias qui se veulent vraiment web. C'est-à-dire entendre que sur le web on peut faire des choses différentes de ce qu'on peut faire sur papier, à la radio ou à la télé. Notamment des nouveaux formats, des formats plus longs. C'est des médias qui sont beaucoup plus centrés sur le lecteur. Arrêt sur Image s'est dit ce qu'on fait, c'est super, on a un super public et on va le faire parce que ça intéresse des gens. Nous on s'est dit comment on peut intéresser des gens sur Internet. Donc c'était une des questions qu'on s'est vraiment posées dès le début, c'est comment on peut intéresser des gens. Et donc ça a passé notamment par le renouveau des formats. Et ce qu'on a aussi essayé de garder en tête et qu'on garde de plus en plus en tête, c'est le fait qu'il y a une concurrence énorme qu'il n'y avait pas forcément avant. Jusqu'à il y a 6-7 ans, il y avait peu de médias en ligne finalement qui produisaient de l'information de qualité vérifiée. Aujourd'hui, des médias comme ça, il y en a de plus en plus. Et ces médias-là, ils sont mis en concurrence avec d'autres producteurs de contenu, Netflix, YouTube. Et forcément, si on veut rivaliser, à côté de ces géants et ces mastodontes américains, on est obligé d'être meilleur sur certains points. Donc ça va être l'ergonomie, ça va être dans la richesse du contenu, la pertinence des angles, la profondeur journalistique. Et ça va être aussi dans une capacité, ce qu'on n'avait pas nous quand on a fait Ishberg il y a 3 ans, enfin il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi. On manquait, je pense, un peu de maturité sur notre capacité à se dire, voilà, qu'est-ce qu'on sait faire, où est-ce qu'on est bon et comment on peut le revendiquer. Sur Decalisette qu'on a lancé il y a 6 mois, je vois bien qu'on a eu une approche qui était beaucoup plus mature et peut-être pas pro, mais on était beaucoup plus maître de nos qualités et beaucoup plus serein sur ce qu'on voulait faire et avec qui on voulait le faire. Ce qui fait qu'on a eu cette capacité, à mon avis, très rapidement de trouver une cible et de lui parler correctement. Et ça, c'était un enjeu parce que l'enjeu des médias alternatifs, à mon sens, Combini et BuzzFeed mis à part, qui ont une audience qui est monumentale pour des tas de bonnes raisons, mais l'enjeu des médias alternatifs comme le 4 heures, comme cette info, comme nous, c'est de toucher une audience qui soit assez globale, assez vaste, ce qui n'était pas une évidence du tout. Le 4 heures fait des longs formats, il faut passer 20 minutes sur un article, tout comme il fallait passer 20 minutes sur les articles d'Ishberg. Et on s'est dit, aujourd'hui, comment on peut être utile et être pertinent sur la présidentielle, sur un sujet qui touche tout le monde, mais auquel les jeunes s'intéressent peu. Donc il y avait cette question-là de toucher une audience de masse. Et ça a mis du temps à se mettre en place, à se mettre en route. Et là, sur les semaines d'entre-deux tours, on a réussi à toucher beaucoup de gens. Plus de 5 millions de personnes depuis début avril, c'est monumental. Donc ça, c'est une vraie satisfaction d'avoir réussi à le faire. À mon avis, il y a eu une vraie défaite des médias. C'est quand ils ont considéré qu'ils n'étaient bons qu'à faire du journalisme. Et qu'ils se sont complètement laissés déposséder par les géants de la Silicon Valley de tout ce qui était l'aspect technologique. À un moment, la force des médias, c'était la capacité d'imprimer un journal en quelques heures et le sortir tous les jours. C'était une capacité technologique. La force des télés, ça a été d'être capable de diffuser une information en live
sur des fréquences monumentales, même depuis Peshawar, quand il y avait besoin de diffuser l'information de Peshawar. Quand il y a eu Internet, on a été confronté à l'incapacité des médias, dans un premier temps, de faire payer l'information. Parce que tout simplement, technologiquement, on ne savait pas faire. Mediapart a réussi à le faire très bien, Arrêt sur Image a réussi à le faire très bien, mais ça a été les premiers à vraiment réussir à mettre en place des techniques de paiement qui étaient faciles et très agréables pour les utilisateurs à utiliser. Et c'est, à mon avis, un vrai échec des médias que de ne pas avoir réussi à mettre en place Facebook Live avant Facebook. C'est-à-dire la capacité pour quelqu'un d'avoir un téléphone portable, de le sortir, de filmer et de toucher instantanément une audience monumentale. Du coup, on se retrouve confronté, avec l'émergence des plateformes Google, Facebook, à une interdépendance. C'est que les gens, leur premier portail vers l'information, ça devient Facebook et plus le média en lui-même. Et pourquoi ça devient Facebook? Certes, parce qu'on a des tas de bonnes raisons de passer du temps sur Facebook, mais aussi parce que sur Facebook, quand je lis un article de Libération, l'article il se charge beaucoup plus rapidement que ce qu'il ne se charge sur le site de Libération. C'est un problème. C'est pas normal qu'un truc comme Facebook soit plus en mesure de mettre en avant nos contenus que ce qu'on est capable de le faire nous-mêmes. Et donc nous, c'est pour ça qu'à Hirschberg, on s'est vraiment posé la question dès le début de se dire comment on peut faire en sorte, technologiquement, d'apporter quelque chose. De faire en sorte que l'expérience de lecture sur nos contenus, elle soit aussi bonne qu'ailleurs, voire même meilleure qu'ailleurs. Et on avait essayé au début de K17 Instant Articles de Facebook pour des questions de reach. On s'est dit, on va tester. Notre site est pensé mobile first, mais on va tester Instant Articles, voir si en le faisant, ça améliore nos stats de lecture, si on est diffusé plus rapidement à plus de gens. Après un mois et demi, on s'est rendu compte que c'était des chiffres assez comparables. Et surtout, en étant sur notre plateforme à nous, sur notre site web à nous, qui charge vite, qui est agréable sur mobile, qui est pensé sur mobile, on est maître de ce que les gens font sur notre site. On peut récupérer leurs adresses mail, c'est important, ça a de la valeur. On peut leur demander l'autorisation d'afficher des notifications push sur leur téléphone. C'est important, c'est très important de pouvoir en un instant dire bah voilà, j'appuie sur un bouton et je parle au téléphone des gens sans filtre, sans passer par Facebook ou par Google. C'est génial. Donc ça, c'était quelque chose, nous, qu'on a réfléchi. Le fait qu'on soit un média vidéo, c'est notamment aussi parce qu'on savait qu'on serait obligé de passer par Facebook et que sur Facebook, il fallait mettre des vidéos qui soient lues, qui soient sans son. Mais on s'est dit, c'est pas parce que Facebook impose ses règles à lui qu'on peut pas aller plus loin dans l'expérience. Donc comment on peut faire passer des infos? Comment on peut faire en sorte que l'expérience soit encore meilleure pour le lecteur? On a un petit compteur qui donne l'avancement de la vidéo. Un peu comme sur Snapchat. C'est tout bête, mais c'est le genre de truc où les gens nous disent toujours c'est une super idée. Donc il faut aussi savoir jouer avec les plateformes et se dire bah voilà, ils ont cette technologie, comment on peut aller au-delà de la leur. Les générations de médias qui ont évolué là lors des 10 dernières années, ce qu'on a vu aussi, c'est que ça a évolué au fil de la progression de la technologie. Combini était beaucoup sur la vidéo au début, puis après ils ont fait beaucoup de texte, puis ils sont de nouveau repassés à la vidéo. Le 4 heures, puis nous on s'est fait connaître aussi grâce à nos longs formats. Comment on a fait des longs formats? C'est parce que le New York Times a ouvert une brèche technologique avec Snowfall, qui était le premier vrai long format sur le web. Aujourd'hui, qu'on voit des médias comme Brut, qui en France touchent une audience assez massive, je crois qu'ils ont fait 50 millions de vues en avril, donc c'est monumental. Comment eux ils sont apparus? Parce qu'il y a eu un tournant technologique où les gens se sont mis à regarder beaucoup plus de vidéos sur Internet, parce que nos téléphones ont un meilleur réseau, parce que la 4G va de plus en plus vite, parce qu'elle est de moins en moins chère. Donc je pense que la prochaine génération, elle va aussi bénéficier d'un revirement technologique. Est-ce que ce sera la réalité virtuelle? Peut-être. Franchement, je sais pas, parce que comme toujours, c'est pas facile à monétiser, et surtout c'est pas facile à produire à bas coût. Une vidéo aujourd'hui, ça se produit facilement et sans trop de dépenser. La réalité virtuelle, il faut un sacré budget. Donc ça, c'est un des enjeux. La prochaine génération, voilà, je pense qu'elle sera, elle sera poussée par à mon avis, elle sera image first, vidéo first. Peut-être pas forcément réalité virtuelle. Et dans quelle mesure elle arrivera à être indépendante tout le monde des plateformes, c'est aussi une bonne question. Mais je pense que ça tournera autour de ces thèmes-là. Mais je pense pas qu'il faudra 10 ans pour y arriver. Non, c'est sûr que non. Aujourd'hui, Le Monde, le New York Times, même Le Figaro, tous ces médias tradis entre guillemets, ont une force de frappe et une capacité à changer quelque chose qui est monumentale et avec laquelle on peut rivaliser. BuzzFeed a réussi aux États-Unis à s'imposer comme un énorme média qui véhicule énormément de pages vues. C'est BuzzFeed, et il sortait pas nulle part. Et c'est un média en langue anglaise et toutes ces raisons qui font que ça reste aussi une exception dans le paysage médiatique. Et surtout, on voit bien que l'apparition de BuzzFeed, ça n'a pas pour autant nui au New York Times ou à d'autres médias à côté.
Et je pense que c'est ce que je disais au début, ces médias-là restent des médias refuges. Donc quand il se passe quelque chose de grave et d'important, on va voir ces médias-là en priorité. Est-ce que dans 15 ans, BuzzFeed sera un média tradi auquel les gens se brancheront? Peut-être. Mais il continuera à mon avis à coexister avec des médias encore plus anciens comme peuvent l'être le New York Times ou Le Monde. BuzzFeed n'a pas menacé la presse papier ou la presse quotidienne. La presse quotidienne, son principal problème, c'est qu'elle est quotidienne et qu'aujourd'hui le temps est beaucoup plus court et qu'il se passe beaucoup plus de choses. Et surtout qu'on n'a plus d'intérêt à aller acheter un journal qui parle de ce qui s'est passé la veille, alors qu'en général on a déjà reçu toutes les infos qu'on avait à avoir sur notre téléphone portable. Donc ça c'est l'enjeu où finalement elle n'existe plus forcément pour les bonnes raisons. Donc je pense que la presse, le journal quotidien papier, oui, je ne lui prédis pas un avenir énorme, mais je ne suis pas non plus un divin, un devin. Mais l'information quotidienne, elle est essentielle et quand elle est de qualité, elle est plus importante que jamais.